C'est au fond, je pourrais dire que c'est un exercice de sociologie appliqué à l'actualité, et peut-être plus précisément ce qu'on appelle la conjoncture, c'est-à-dire des processus de court terme au fond. C'est aussi un exercice de sociologie globale, c'est-à-dire un travail qui n'est pas centré exclusivement sur le cadre national ou le cadre européen et où je prends en compte les dynamiques globales. Alors, le contenu de ce livre, c'est que depuis 2007, j'ai trimestre après trimestre essayé de tenir la chronique de divers changements économiques, politiques et culturels que j'ai estimés importants, donc avec bien sûr une part on va dire, de subjectivité, de biais sans doute, mais que j'ai essayé au fil du temps de contrôler de façon réflexive autant que possible. Alors évidemment, 2007, c'est d'abord le début de la grande crise financière qui a fait dévier le cours de la mondialisation et les politiques néolibérales. Très vite, j'ai essayé de documenter la façon dont l'ordre néolibéral allait se rétablir. On le voyait, on pouvait très vite le voir, mais moyennant certaines inflexions. Alors évidemment, il y avait d'abord des inflexions dans le discours. Un discours régulateur, interventionniste est apparu, mais il a été au fond très limité dans le temps. Mais il y avait une évolution importante qui s'est fait jour, qui sont le basculement des politiques monétaires des banques centrales vers des politiques très durablement expansionnistes, on le voit, parce elles ont été jusqu'à aujourd'hui. Et donc, on a eu une sorte de fuite en avant à la création monétaire et dans la spéculation financière pour sauver le système économique mondial. Ça, c'était le premier trait, en quelque sorte, de la période que je documente, donc, évidemment, dans la première partie des chroniques. Alors, le deuxième grand trait, c'est la pression accrue qui va rapidement se reconstituer, fin 2009, sur les finances publiques, et en particulier sur les composantes sociales des États, l'éducation, la santé, la solidarité, l'État social, qui vont plus que jamais être attaqués durant cette période, comme d'ailleurs le droit du travail de manière plus générale. Ça, c'est vrai dans tous les pays, en particulier les pays dominants, mais c'est plus particulièrement vrai au sein de la zone euro, qui a bien sûr dans le livre une place de choix, et en particulier avec la crise grecque, que j'ai essayé aussi de commenter, d'analyser au fil des mois, en tout cas des trimestres. Alors, ce qui est frappant, c'est la dynamique politique que ça a impliqué, c'est-à-dire un délitement de la gauche, des partis sociodémocrates, associés le plus souvent à ce tournant austéritaire, parfois très brutal, souvent violent, et qui a contribué à l'éclatement du champ politique, à la montée de ce qu'on appelle les populismes, etc. Mais ça a eu aussi des effets dans d'autres régions du monde, comme le Moyen-Orient, bien sûr, les révolutions arabes, le printemps arabe sont pour une part des effets aussi de dynamique économique globale et dans une certaine mesure des politiques d'austérité également. Alors, la transition écologique qui manifestement devient chaque jour plus nécessaire à la lumière des données scientifiques est aujourd'hui, il faut le dire, rendue très incertaine à cause de la persistance de ces politiques austéritaires, de cette pression austéritaire sur les États, de manière générale, et bien sûr aussi du fait du renforcement des pouvoirs économiques, et en particulier des lobbies industriels, médiatiques, etc., qui ont intérêt à la préservation de l'ordre dominant et qui, selon moi, inhibe toute possibilité de changement socio-environnemental, ce que j'essaie de développer dans toute une dernière partie un peu plus programmatique. Un troisième grand trait que je voulais évoquer, c'est la montée de la Chine et derrière elle de l'Asie et ses effets sur l'ensemble du système économique mondial, avec des phénomènes assez inouïs comme le Trumpisme, dont on parle beaucoup en ce moment, qui, à partir de 2016, est une tentative, on pourrait dire, de rétablissement de la puissance américaine, d'abord de la puissance industrielle, mais aussi un nouveau modèle national qui émerge pour les États-Unis, très éloigné de ce qu'on croyait être les fondamentaux de la démocratie américaine, c'est-à-dire l'immigration, le libre-échange, un certain nombre de traits. On a au contraire de nouveaux éléments qui arrivent dans le paysage et qui sont très liés, selon moi, à l'émergence de la Chine et que j'ai essayé aussi de documenter, notamment, bien sûr, à partir de 2015-2016, quand on voit que manifestement une sorte de nouvelle guerre froide, mais très économique, s'est mise en place. Puis évidemment, j'analyse des phénomènes comme le macronisme, qui n'est pas si éloigné que ça du trumpisme à certains égards, même s'il présente aussi des traits qui lui sont assez opposés, notamment parce que c'est l'affirmation d'une mainmise permanente d'une oligarchie technocratique et financière sur les politiques publiques. C'est la permanence du projet néolibéral dans le contexte français et européen. Voilà, et donc, comme je l'ai dit, la conclusion du livre essaie d'ouvrir des perspectives
Elles sont très centrées sur la transition et le changement socio-environnemental qui sont incontournables, qui sont l'horizon de notre temps, c'est clair. L'enjeu auquel nous ne pouvons pas nous soustraire, mais que je crois, et j'essaie de le montrer, il ne faut pas dissocier des enjeux d'inégalité à l'échelle mondiale, et en particulier de la mobilisation des classes populaires, des classes moyennes, des pays, de tous les pays, pas seulement évidemment des pays industrialisés, mais aussi des pays en développement, des pays émergents à l'échelle mondiale. Et c'est ces perspectives qui vont revenir sur l'agenda très vraisemblablement et très fortement dès lors que la pandémie quittera enfin les gros titres.